Au sein des mouvements progressistes, ils parlent de tolérance, mais ceux qui recherchent le plus de tolérance finissent par devenir les plus intolérants envers tous ceux qui ne sont pas exactement comme eux. Je voyais comment les mouvements islamistes infiltraient les espaces des droits civiques, de la justice sociale et des droits de l'homme. Si tu es seulement contre le mouvement nationaliste du peuple juif et que tu n'es contre aucun autre mouvement nationaliste, alors devine quoi, ma chère? Tu es anti-juif. Avec moi en studio, il y a Yuval David, qui est une personne incroyable à bien des égards. C'est un journaliste, réalisateur et acteur primé aux Emmy Awards. Il conseille plusieurs organisations à but non lucratif. C'est un militant israélo-américain et il est aussi un grand défenseur et un activiste pour la communauté LGBTQ. Yuval, bienvenue. Tout d'abord, simplement être assis ici dans le studio avec toi, ma sœur de cœur, c'est divin. C'est divin parce que j'admire la façon dont tu communiques toujours avec une telle clarté, que ce soit toi et moi en train de boire un espresso ou un verre de vin, ou ici en studio. J'ai la chance de vivre ça, et j'aimerais que plus de gens s'expriment avec la clarté dont tu fais preuve. Eh bien, merci Yuval. Yvonne, parce que tu es une animatrice incroyable, une femme des médias, une journaliste, tu t'exprimes aussi avec la même clarté. Et tu t'exprimes dans des cercles qui t'ont en quelque sorte rejeté ces dernières années, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ces dernières années que j'ai été rejeté ou non accepté par les mouvements qui se disent axés sur l'acceptation et la tolérance. Et je pense qu'il y a une chose que l'on constate surtout au sein des mouvements progressistes, les mouvements progressistes qui ont récupéré tout le mouvement LGBT. Ils prônent la tolérance, mais ceux qui la réclament le plus deviennent souvent intolérants envers ceux différents d'eux. Et je suis avant tout un militant pour la démocratie. Je suis reconnaissant d'être citoyen de deux démocraties différentes, les États-Unis et Israël, où j'ai la possibilité de me plaindre, de râler, de protester et d'essayer de changer et d'améliorer les gouvernements dont je fais partie afin de pouvoir participer. C'est mon devoir civique de le faire. Pourtant, je rencontre des personnes qui ne veulent pas entendre les critiques, qui ne veulent entendre personne faire autre chose que suivre la ligne du parti, et cela n'est pas démocratique. Yvonne, quand as-tu commencé à ressentir ce changement? Parce que tu étais une militante dans les espaces LGBTQ et démocratiques en général. Depuis plus de 20 ans. Pendant 20 ans, tu te rappelles quand ça a commencé, ce moment où tu t'es dit Oh, « Houston, on a un problème. Quand cela est-il arrivé? Ramène-nous à ce moment. » eh bien, le moment où j'ai commencé à voir le problème au sein du Parti démocrate, des mouvements progressistes et des mouvements libéraux de gauche, c'est quand j'ai commencé à voir l'inclusion de personnes dont les idéologies étaient contre la démocratie, contre l'inclusion. Et cela, vraiment, pour être très précis, ce sont les mouvements islamistes qui ont commencé à infiltrer les espaces de justice sociale. Les espaces de justice sociale, l'utilisation du terme islamophobie et le fait de l'associer chaque fois que des gens parlaient d'antisémitisme ou chaque fois que des gens parlaient d'homophobie. En 2016, j'ai commencé à entendre un slogan parmi les personnes qui manient les slogans où il disait « Les droits queer sont des droits palestiniens et les droits palestiniens sont des droits queer ». Toutes ces personnes ont pensé « Waouh, ça sonne bien » car ils ont repris le discours d'Hillary Clinton. Les droits des femmes sont des droits humains et vice-versa. Et ils en ont fait autre chose, quelque chose que les gens retiendraient et comprendraient. Et je dirais, eh bien non, ce n'est pas faux. Je suis désolé, je dirais que ce n'est pas juste. Et les gens disaient, eh bien, on dirait que tu es très islamophobe. Je disais, je ne suis pas islamophobe. Je n'ai pas de phobie ni de peur irrationnelle de l'islam. J'ai peur des islamistes et des djihadistes. J'ai peur des extrémistes. Et l'homophobie est très très différente de l'islamophobie. Le mécontentement que les gens ressentent envers les homosexuels est très différent du mécontentement que les gens ressentent envers les djihadistes qui veulent les tuer. Exactement. Et il y avait des kéfiers qui ont commencé à apparaître partout dans le mouvement LGBT. Et je voyais des gens se promener avec des kéfiers, les mettre autour du cou des autres, les distribuer, vous savez, comme on distribuerait des mugs gratuits ou une coque d'iPhone ou n'importe quel objet qu'on reçoit lors d'une conférence. Ils distribuaient des kéfiers en disant que ce kéfier représente la résistance contre toute forme d'oppression. Et je disais, non, ce n'est pas ce que représente le kéfier. Je sais exactement ce que représente le kéfier, non seulement parce que je suis aussi citoyen
citoyen israélien, non seulement parce que j'ai survécu à des attaques terroristes alors que des personnes à côté de moi n'y ont pas survécu, mais aussi parce que je suis l'actualité. Je suis également bien informé. Je m'intéresse aussi à la géopolitique. Je voyais comment les mouvements islamistes s'infiltraient, comme par le passé ailleurs, dans les milieux des droits civiques, de la justice sociale et des droits de l'homme. Donc, la réponse courte, c'est 2016. Je vous ai donné la réponse longue. Mais laissez-moi vous poser cette question. Aviez-vous l'impression que c'était organique ou que c'était délibéré? Parce que maintenant, nous découvrons 2016. 2016, c'était il y a 10 ans qu'il y a eu une campagne incessante, délibérée, bien financée, menée par des acteurs très néfastes, du Qatar à la Chine en passant par la Russie, pour infiltrer. C'est en fait un agenda. Je vous demande, il y a 10 ans, aviez-vous l'impression qu'il y avait quelque chose en jeu ou pensiez-vous simplement que ces idiots ne savaient pas de quoi ils parlaient? Il y avait absolument quelque chose en jeu lorsqu'on demandait si c'était un développement organique ou un agenda délibéré. Un agenda. Un agenda bien financé. La réponse est oui, parce que l'agenda bien financé par le Qatar, par la République islamique d'Iran, par la Turquie, par la Chine, par la Russie, a donné l'impression qu'il s'agissait d'une évolution spontanée. Ils ont fait croire qu'il s'agissait d'un mouvement populaire, où le peuple se soulève pour créer le changement et renverser le système qui les opprime. Mais avez-vous vu cela en 2016? Vous l'aviez vu? Oui? Qu'est-ce qui vous a donné cette intuition? Il n'y avait aucune chance que toutes ces personnes puissent apparaître dans des mouvements de base et être aussi bien financées. Quand j'étais dans le mouvement LGBT, en tant que personne beaucoup plus active au sein du mouvement LGBT, il y avait des gens qui étaient vraiment issus de la base, qui n'avaient pratiquement pas un sou en poche. Ils se mobilisaient malgré tout sur le terrain et faisant de leur mieux car ils avaient le cœur à la bonne place. Et puis, quand des gens arrivaient avec des cartons de kéfier, des pancartes déjà imprimées et toutes sortes de choses, c'était évident que quelqu'un payait pour tout ça. Quelqu'un paye pour ça. Donc je voyais ça et je le remarquais. Et je crois que tout le monde a sa place à la table, mais je ne crois pas que quelqu'un ait sa place à la table s'il veut tuer quelqu'un d'autre à la table, le faire taire, l'effacer, l'éradiquer, le censurer. J'ai toujours dit ça. Et je voyais des gens venir s'asseoir à la table qui étaient contre les droits des femmes, mais qui disaient qu'ils faisaient partie du mouvement LGBT. J'ai dit, comment pouvez-vous faire partie du mouvement LGBTQ si vous soutenez des nations musulmanes islamistes sous la charia qui suppriment les droits des femmes, qui suppriment les droits des personnes LGBT? Je dénonçais sans cesse cette hypocrisie, tandis que d'autres insistaient sur la nécessité de la diversité. Je répondais que j'étais d'accord. Mais si nous avons cette table progressiste, si nous avons cette table LGBT, alors les seules personnes qui devraient être les bienvenues à notre table sont celles qui reconnaissent que nous avons le droit de vivre. N'est-ce pas une chose simple à dire? Eh bien, c'est la tolérance envers les intolérants, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passait. Tolérance envers les intolérants. Et on le voit aujourd'hui à tel point que des gens manipulés par le langage, des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, mais qui entendent les mêmes mots. Donc, si quelqu'un utilise le même langage que moi, alors waouh, on doit forcément être entièrement d'accord l'un avec l'autre. Ce sont des idiots utiles. Ce sont des gens tellement stupides, facilement manipulés par des slogans, qu'ils croient maintenant tout ce que quelqu'un d'autre dit s'il utilise le même langage. Mais voici mon défi. Je ne peux plus les appeler des idiots utiles. À quel point faut-il être idiot pour suivre des gens qui soutiennent des mouvements qui, autrement, les tueraient? Oui. Je ne comprends pas. Empathie suicidaire? Empathie suicidaire? Ou cela a-t-il réveillé un mal en eux? Tu sais quoi? Avant d'être un militant des droits de l'homme pour tous les peuples, je suis aussi un militant pour mon peuple. Et tu sais ce qu'on apprend dans le judaïsme? Vea haftal re'asha kamosha. Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Je dois m'aimer moi-même. Bon point. Je ne vais pas aimer quelqu'un d'autre plus que je ne m'aime moi-même. Exactement. Je veux dire, bon sang, dois-je faire le discours de Hillel? Im ein anili miliok shani latzmi manive imlo ashavi matai. Si je ne suis pas pour moi-même, qui le sera pour moi? Si je ne suis que pour moi-même, que suis-je? Et si pas maintenant, alors quand? Cela n'annule pas le fait que je dois m'assurer de prendre soin de moi-même, de ma famille, de mon peuple, de mes amis, de mes communautés. Je dois faire cela en même temps. Et en tant que juif américain, j'ai été terriblement déçu de voir tant de communautés juives se concentrer davantage sur le tikkun olam que sur tous les autres tikkunim, que sur toutes les autres choses que nous sommes censés faire pour réparer le monde, pour prendre soin du monde.
L'empathie suicidaire consiste à adopter des récits qui sont contre nous afin de s'intégrer. Savez-vous ce qui est arrivé aux Juifs qui ont tenté de s'intégrer en Europe et dans le monde arabe? Oui. Ils ont été tués, violés, assassinés, tout comme les autres Juifs qui ont essayé de rester fidèles à ce qu'ils sont. Et tu sais, Yuval, je suis contente de t'avoir ici en studio parce que la semaine dernière, il y a plusieurs sujets sur lesquels tu peux vraiment commenter. La réalisatrice, cette cinéaste israélienne qui était une grande critique de l'armée israélienne qui essaye de défendre notre peuple, qui essaye de nous aider à survivre ici. Comment s'appelle-t-il? Yuval quelque chose, Lapid, un réalisateur. Il a été expulsé du Festival du film de Berlin. Et maintenant, tout à coup, tous ces juifs de Tikkun Olam, tous ces juifs qui se disent en tant que juifs et qui sont contre Israël depuis le 7 octobre, ironiquement depuis le pire massacre depuis la Shoah, sortent maintenant pour l'aider. Est-ce qu'il n'y a aucun sens? Quand ces personnes se disent « peut-être que ce n'est pas à cause du gouvernement israélien, mais parce que je suis juive », à quel moment les gens réalisent-ils cela, Yuval? Ou peut-être qu'ils ne réalisent jamais. Je crois qu'ils n'ouvrent les yeux que quand on vient directement vers eux. Mais c'est justement ce qui vient d'arriver. Ouais, peut-être. Ils vont devoir continuer à se réveiller parce qu'ils ont été aveuglés par cette idéologie qu'ils essaient d'adopter. L'antisionisme et l'anti-Israël sont un masque pour l'antisémitisme. Je n'aime même pas dire antisémitisme. Tu as raison. Personne ne le comprend. Personne ne comprend. Il faut utiliser le langage courant. Oui, la haine des Juifs. La haine des Juifs, pour être plus précis. Israël est le plus grand juif qui soit. Oui. Israël est le juif que les gens accusent d'être trop riche, d'être trop différent, de ne pas assez s'intégrer ou de trop s'intégrer. C'est pareil ou trop de succès. Ce sont toutes les choses dont les Juifs ont été accusés tout au long de l'histoire. Les Juifs ont été accusés d'être trop pauvres. Ils ont été accusés d'être trop riches. Ils ont été accusés de faire partie de la société et d'essayer de s'y intégrer. Ils ont été accusés d'être séparés de la société. Ils ont été accusés d'être trop instruits et trop informés. Ils ont été accusés, et maintenant Israël est le Juif numéro 1 qu'on accuse. Voici donc un argument que j'avance souvent lorsque les gens disent « Non, l'antisionisme n'est pas anti-juif ou n'est pas de l'antisémitisme ». Et je dis « D'accord, très bien, analysons cela. Si vous dites que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, alors cela signifie que vous êtes contre tous les mouvements nationaux. Si vous êtes contre l'incroyable mouvement national du Japon, et pour tous ceux qui ont voyagé au Japon, ils sont vraiment très sérieux au sujet de leur nationalisme, de la préservation de leur culture et de leurs traditions, qu'ils maintiennent avec beaucoup de fierté. Si vous êtes contre leur nationalisme et aussi celui des Juifs, alors d'accord. Si vous êtes contre les Amérindiens aux États-Unis qui préservent leur nationalité, si vous êtes contre le nationalisme amérindien et contre le nationalisme des Juifs, alors très bien, l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Mais si vous êtes seulement contre le mouvement nationaliste du peuple juif et que vous n'êtes contre aucun autre mouvement nationaliste, alors devinez quoi, ma chère? Vous êtes anti-juif. Oui, je veux dire, je suis totalement d'accord avec le sionisme, qui est en fin de compte l'autodétermination du peuple juif dans notre terre ancestrale. Si tu crois en chaque, on dirait que tu as dit ça 1000 fois. Si tu crois à l'autodétermination pour d'autres peuples mais pas pour les Juifs, alors tu as un problème. Tu es l'anti, tu es la personne qui déteste les Juifs. Donc, après cette délégation, oui, je voulais te demander. Donc, on en a parlé, mais la semaine dernière, nous avons eu la Pride de Tel Aviv vendredi. J'ai participé à celle de Jérusalem la semaine dernière, mais toi, tu es venu et as un peu dirigé une délégation, non? De personnes venant du monde entier, pas seulement des personnes LGBTQ, mais aussi des alliés et des personnes qui travaillent dans ce domaine. Comment c'était et comment as-tu vécu cela, sachant que beaucoup de ces personnes, la plupart d'entre elles, venaient en Israël pour la première fois? Pour la première fois. Parle-moi de cette expérience. Qu'as-tu vu à travers leurs yeux? Il s'agissait d'une délégation organisée par le ministère des Affaires étrangères, réunissant des dirigeants LGBT du monde entier pour découvrir ensemble Israël. J'ai eu l'honneur de faire partie de la délégation, mais je ne l'ai pas dirigée. Et ce qui était beau, c'est que personne, vraiment, ne nous a donné l'impression de diriger la délégation. Nous étions là ensemble pour avoir des conversations, pour nous écouter les uns les autres, pour parler ensemble, et non pas pour leur parler ni leur faire la leçon, mais pour parler avec eux.
Il semblait qu'environ 4/5 de la délégation n'étaient pas juifs et n'étaient jamais allés en Israël. Pour moi, en tant que personne ayant la double nationalité américaine et israélienne et qui a été un militant LGBT dans les deux pays, de façon très ouverte et visible, c'était incroyable de voir des personnes qui ne peuvent pas être ouvertement gays, lesbiennes, bi ou trans dans leur pays. Et de voir toutes ces personnes LGBT, de voir les larmes aux yeux. Je deviens ému maintenant parce que j'ai pu vivre des choses à travers leurs yeux quand ils ont vu deux pères gays avec leurs enfants marcher sur la plage et un couple de lesbiennes avec leurs filles avec qui ils ont pu parler, ou leurs filles et leurs fils. Mon Dieu, ce couple de lesbiennes avait 6 enfants. J'étais là, ils faisaient la piscine, mieux que tout le monde. Voir à quel point ils étaient émus. Et l'une des choses qu'ils ont mentionnées, c'est qu'ils disaient que lorsqu'ils ont rencontré tous ces Israéliens qui se plaignaient de différentes choses en Israël, comme les personnes qui venaient du Cameroun ou les personnes d'Inde ou les personnes du Rwanda dans notre voyage disaient comment ces personnes LGBT israéliennes peuvent-elles se plaindre autant? Parce que dans nos pays, on serait jeté en prison ou on serait rejeté par nos familles, ou on ne pourrait pas avoir d'enfants, ou on ne verrait même pas de drapeau arc-en-ciel. Et cela m'a fait réaliser le luxe que j'ai en tant que citoyen des États-Unis et d'Israël, où je peux marcher dans les rues avec mon mari, où je peux défendre les droits LGBT à Capitol Hill ou dans les couloirs de la Knesset. Et je souligne aussi que mon engagement tout au long de ma vie n'a pas seulement été une question de protestation, il s'est agi de participation. Et c'est pour cela que le mouvement LGBT en Israël m'inspire énormément depuis toujours, tout comme il inspire des gens dans le monde entier. Ce sont des personnes qui sont actives afin de pouvoir participer, non pas pour être traitées différemment, mais pour être traitées exactement de la même manière. L'un des problèmes que le mouvement LGBT dans le monde commence à devenir, c'est de se considérer comme une sorte de licorne, comme quelque chose de différent. Et ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas comme ça que mon activisme LGBT a commencé il y a longtemps. Il s'agissait de droits, simplement pour que nous puissions faire ce que tout le monde fait, comme tout le monde. Oui, le processus de normalisation. Et d'être entouré de personnes qui ne peuvent pas être légalement normalisées dans leur propre pays et d'être avec des gens qui défilaient à la Pride pour la toute première fois sans jamais avoir vu une Pride. C'est illégal dans leur pays. C'était incroyable. Et pendant la marche des fiertés à Tel Aviv, j'ai marché avec un drapeau de la fierté juive et un drapeau américain, ce qui était très important pour moi. À chaque pas, des gens venaient envers moi, m'arrêtaient pour admirer ma présence avec le drapeau de la fierté juive et le drapeau américain, me remercier ou parce qu'ils me reconnaissaient pour mon travail aux États-Unis et en Israël. Et le reste de ma délégation disait genre « Mais t'es une célébrité ou quoi ?» Et je répondais « Non, je ne le suis pas. Je suis juste un militant au service des gens qui cherchent à inspirer d'autres personnes à faire ce que je fais, mais tu sais quoi? À le faire encore mieux. » Et ils étaient tellement touchés par ma capacité à m'investir dans ce qui me tient à cœur. Et ils étaient en larmes en quittant ce pays, en se demandant comment ils pouvaient faire la même chose. C'était incroyable. Je trouve ça incroyable. Je crois qu'on tient les choses pour acquises. Tu le fais. Tu sais, on tient les choses pour acquises. Nous tenons pour acquis que nous vivons dans une société libre où la communauté LGBTQ, mais aussi moi en tant que féministe ou n'importe qui d'autre, peut dire ce qu'il veut, tant que tu n'incites pas à la violence ou à la haine. Tu peux dire ce que tu veux. Quand tu regardes la carte, au milieu de là où on est, le fait qu'on vive sur cette île de liberté, entouré de pays où tu ne peux pas être libre, même dans les pays normaux, tu ne peux pas vraiment être libre. Oui, c'est incroyable. Et je suis contente que le ministère des Affaires étrangères ait réussi à faire ça, ait réussi à amener ces personnes ici en Israël pour qu'elles comprennent cette mosaïque incroyable de personnes, d'identités que nous avons ici. Je suis content que ça ait été le cas. Nous avons pu nous rencontrer car j'étais un participant comme les autres. Nous avons rencontré des Juifs israéliens, des Arabes, des musulmans, des chrétiens, des Druzes, des Bahaïs, des personnes totalement laïques et des athées. Nous avons même rencontré des personnes très opposées à de nombreux aspects du gouvernement. Oui, c'était très intéressant. Oui. Que je sois d'accord avec ces personnes ou non. Ce n'est pas la question. Ce n'était pas le but. On n'annule pas. On n'annule pas. La liberté d'expression et la liberté dans une démocratie, c'est ce que ce pays représente, c'est ce qu'Israël représente, et c'était quelque chose de vraiment très spécial.
Et en fait, les gens qui se plaignaient de différentes choses à propos du gouvernement, la réaction de notre délégation a été « De quoi se plaignent-ils? Qui finance les drapeaux arc-en-ciel le long de la rue ?» Le gouvernement et les conseils municipaux financent les organisations LGBT, trans et leurs locaux. Et vous savez quoi? Même aux États-Unis, la plupart des organisations LGBT avec lesquelles je suis impliqué depuis plus de 20 ans dépendent de financements privés, de dons pour prospérer. En Israël, chaque organisation dépend du gouvernement, dépend du financement des contribuables, parce qu'ils pensent que si nous payons des impôts, si nous nous engageons dans l'armée, si nous faisons partie de la société, comme tout le monde, nous méritons le même financement. Cela ne signifie pas que les autres en ont assez, car beaucoup d'organisations auraient besoin de plus. Mais c'est une illusion. Même s'il s'agit d'infrastructures, du bâtiment, je veux dire, à la mairie de Jérusalem, nous faisions aussi la même chose. Et bien sûr, encore plus à Tel Aviv. Alors, Yuval, tu sais, quelle est la prochaine étape pour toi maintenant? Parce que tu as été, tu sais, partout. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu fais un travail de plaidoyer formidable. Tu es conférencière. Tu voyages à travers le monde. Tu es réalisatrice et journaliste. Où vois-tu la prochaine étape de ta carrière, de ton activisme, etc.? Les gens continuent de me parler de ma vie en politique, ce qui est très intéressant. J'ai toujours jonglé et équilibré une carrière et des efforts dans le divertissement, les médias et le plaidoyer. Oui, j'ai vécu de belles expériences comme acteur et réalisateur, remporté des prix et participé à des émissions que l'on peut toujours regarder. Mon travail dans le journalisme en tant que commentateur d'actualité avec Fox, Newsmax, NewsNation, JNS, tous ces différents médias internationaux a été incroyable, et voir mes articles publiés. Mais tout a vraiment été façonné par mon engagement sociopolitique. On m'a élevé en tant que juif dans l'idée que c'est ma responsabilité d'agir pour mon peuple. J'ai été élevé en tant qu'Américain et Israélien pour savoir que c'est ma responsabilité d'agir pour mon peuple. Et j'ai toujours utilisé mes plateformes pour faire avancer les initiatives sociopolitiques qui sont importantes non seulement pour moi, mais aussi pour mes deux pays. Et cela a propulsé mon travail dans les médias et la politique bien plus qu'auparavant. Est-ce que ma vie dans le divertissement me manque? Absolument. Est-ce que je constate que j'ai beaucoup plus d'impact dans les médias et en politique? Absolument. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre sur de nombreux fronts, pas seulement les 7 fronts auxquels Israël fait face et auxquels s'ajoutent encore d'autres fronts, mais c'est une guerre mondiale pour la civilisation. Je suis touché et honoré par l'impact que j'ai, par cette capacité que j'ai et par le fait d'être invité partout dans le monde pour encourager les gens à s'engager davantage. Je ne viens pas en disant « me voilà ». Je suis un expert. Je ne fais même pas de questions-réponses après. J'appelle ça des sessions de discussion et de retour avec la communauté parce que je veux entendre la communauté et que les membres de la communauté échangent entre eux pour travailler ensemble et que je suis simplement une personne du peuple, tout comme nos rabbins ne sont pas plus saints ou plus proches d'Hachem que nous. Ce sont nos enseignants, mais vous savez ce qu'on fait? On les questionne. C'est tout le principe de la pensée et du commentaire juif. Quelle est la suite pour moi? Les choses avancent de façon très intéressante dans les médias et en politique. Je pourrai bientôt partager d'autres choses. En attendant, j'ai lancé mon nouveau podcast Common Ground, c'est très excitant. Je conseille certaines organisations politiques importantes aux États-Unis et nous verrons où cela mène. Eh bien, nous avons hâte de voir ce que vous ferez ensuite, Yuval, parce que, comme nous l'avons dit dès le début, il y a très peu de personnes qui ont une voix aussi claire, qui sont aussi incroyablement efficaces et qui évoluent aussi dans des contextes très inconfortables. Je crois que notre problème actuel est que chacun reste dans sa bulle, tout le monde est isolé. Mais vous osez sauter dans les bulles des autres, les défier et les mettre mal à l'aise. Mais ça fait vraiment partie de tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, vous comprenez? Vous comprenez cela parce que c'est exactement ce que vous faites? Vous aimez vraiment le défi. Je crois que c'est pourquoi j'ignore depuis combien d'années on se connaît, mais en un instant, je t'ai vu, reconnu, et j'ai respiré plus fort près de toi car tu relèves le défi. Absolument. Et avec un défi, il y a du changement. Si une personne ne peut pas être mise au défi, comment pourra-t-elle renforcer ses opinions? Exactement. Nous, toi et moi, pratiquons un plaidoyer et un activisme fondé sur des valeurs, pas un activisme fondé sur l'idéologie. Il s'agit des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres?
C'est quelque chose de vraiment important à avoir. Tu sais, pour le défi, je suis passionné de sport d'aventure. Je ne suis pas fan de regarder des sports d'équipe où, tu sais, les gens courent après un ballon et se suivent sur un terrain confiné. J'adore le ski. En hiver, ma saison préférée. L'été, je déteste, désolé à vous tous. Donc tu es une passionnée d'aventure. J'adore ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Par exemple, quand je fais du ski, je monte jusqu'aux parties les plus hautes, les plus difficiles de la montagne, et je me lance à fond dans la descente. Je dois me pencher en avant autant que possible pour avancer. Et quand je vois un rocher, ou quand je vois un arbre, ou quand je vois une falaise, je ne me dis pas qu'il y a un rocher, qu'il y a un arbre, qu'il y a une falaise, je me dis, c'est le chemin à suivre, c'est le chemin à suivre, c'est le chemin à suivre. Reconnaître les défis et comment avancer. Mes principes dans le sport sont en accord avec mes principes de vie. Les défis ne doivent pas m'arrêter alors que je continue d'avancer. Et c'est ce que je souhaite que plus de juifs dans le monde, plus de sionistes dans le monde et davantage de cette majorité silencieuse dans le monde fassent. Les défis existent. La vie n'est ni facile ni remplie de licornes ou d'arc-en-ciel. Elle comporte des défis à reconnaître, l'adversité. Et lorsque vous dépassez, traversez, surmontez ou contournez n'importe quelle adversité, vous pouvez avancer. Et c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce que j'espère inspirer chez plus de personnes. Amen. Eh bien, c'est une belle métaphore. Je peux déjà t'imaginer en train de descendre la montagne à ski en évitant ces arbres. Yuval, merci d'être ici. Merci d'être un leader dans ce que tu fais. Merci pour ta voix claire. Et, tu sais, peut-être qu'un jour tu viendras t'installer ici pour de bon. J'adorerais. Au revoir.